La raison pour laquelle j'ai pu résister à la tempête, c'est que je savais que si j'y cédais, il n'y aurait plus d'Israël. C'est aussi simple que ça. Si vous regardez où en était Israël avant l'attaque du 7 octobre et où il en est aujourd'hui, nous sommes en réalité plus forts. Nous sommes à juste titre considérés comme la puissance la plus forte du Moyen-Orient. Et quand vous êtes fort, les nations viennent à vous. Nous revoilà pour un nouvel épisode de Standpoint. Je suis Gabe Grossman et toujours à Jérusalem depuis plusieurs semaines pour les fêtes juives. C'était un moment important et historique d'être ici. J'ai eu la chance d'être à la Knesset au Parlement israélien pour voir le président Donald Trump prononcer son discours historique. C'était incroyable et drôle. Il avait tout Israël, la Knesset et la salle avec lui, tous suspendus à ses lèvres. Il plaisantait et invoquait la grâce du Premier ministre, montrant vraiment le soutien que l'État d'Israël reçoit des États-Unis d'Amérique. Sous Trump, les États-Unis sont assurément l'allié le plus solide d'Israël, peut-être même de toute son histoire. Bien sûr, l'accord de cessez-le-feu lui-même, l'accord en 20 points, être ici pour cela. La veille de la signature de l'accord, lors d'un événement où son annonce a été faite, tout le monde se demandait si le Hamas rendrait les otages. J'étais avec Omer Shem Tov et d'autres otages libérés ce soir-là, par hasard, et juste voir l'excitation, ce mélange d'excitation, de peur et de doute sur ce qui allait se passer, la pression qui montait autour de l'État d'Israël et voir tout cela se relâcher. Après le retour des otages chez eux, j'ai rendu visite à certaines de leurs familles, voir leur sourire, le sang sur leurs joues, les muscles repris, la beauté retrouvée, les cheveux coupés et l'énergie revenue. La vie leur a été rendue. Elle a été insufflée à nouveau dans leurs âmes avec le retour de leurs proches à la maison. Être ici pour cela, ce sont juste des moments spéciaux que je n'oublierai jamais pour le reste de ma vie. Bien sûr, nous avons eu John David Vance ici cette semaine. Marco Rubio était également ici cette semaine. Le secrétaire d'État, notre ancien sénateur de l'État de Floride. Tout ce qui s'est passé ici a marqué un tournant à la fin de cette guerre. Et bien sûr, il y a beaucoup de questions. Pour ceux d'entre nous qui suivent cela de près, tout n'est pas noir ou blanc. Je pense pour être clair que c'était le bon accord au bon moment. De mon point de vue, c'est le meilleur accord qu'Israël puisse obtenir. Nous avons ramené les otages vivants chez eux. Pour être clair, si je ne me trompe pas, au moment de cet enregistrement, il y a encore 13 corps sans vie qui sont retenus en otage à Gaza. Il semble que le Hamas essaie de retarder cela pour ne pas avoir à passer à la prochaine phase, qui est la démilitarisation de Gaza. Ouais, il tente de retarder cela. Beaucoup disent que ça ne recouvre pas tous les corps. Seul le temps le dira. Peu ont lu le plan. Je recommande à tous de consulter en ligne le plan en 20 points. Vous y découvrirez des informations. D'après mon point de vue, ce n'est pas vraiment quelque chose avec lequel le Hamas puisse réellement se conformer, n'est-ce pas? Se démilitariser complètement, se retirer totalement du pouvoir. Vous savez, c'est quelque chose de difficile. Mais je pense que c'était peut-être la stratégie là-bas. Parce que s'ils ne le font pas, alors nous savons ce qui peut arriver. Mais nous voyons aussi que les États-Unis poussent à la création d'une force de stabilisation internationale, pour entrer à Gaza. À mon avis, il n'y aura pas de troupes étrangères à Gaza. Je ne suis pas sûr qu'il existe un pays au monde qui voudrait vraiment mettre ses bottes sur le terrain là-bas et affronter ce qu'il reste du Hamas. Ce n'est pas leur combat. La force intérimaire des Nations Unies au Liban a échoué au Liban, cela échouera aussi à Gaza. Pourtant, ce processus nous a menés ici. Maintenant, je vais vous emmener dans une interview dont je viens tout juste de sortir. Je me suis précipité ici au studio de JNS de l'autre côté de Jérusalem parce que j'ai eu l'opportunité et l'honneur d'interviewer le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, dans ses bureaux. Nous avons eu une excellente conversation et discuté des principales questions actuelles, ou peut-être pas toutes. On pourrait lui parler des heures, mais j'ai choisi d'aborder les sujets principaux pour connaître son avis. Nous avons d'abord évoqué un accord de cessez-le-feu. Est-il bon ou mauvais? Pourquoi ou non? Mais en l'entendant directement de sa bouche, quel prix avons-nous payé pour cela? Cet accord sur les otages? Pourquoi? Était-ce le bon accord au bon moment? Nous avons parlé de la possibilité, en fait, je l'ai mentionné ici dans l'introduction, d'avoir une Gaza sans le Hamas. Nous écouterons son avis sur la force de stabilisation internationale, la force internationale de stabilisation, ou du moins son concept. Nous avons aussi évoqué les accords d'Abraham. Avant le 7 octobre, Israël avait beaucoup changé, tout comme Donald Trump lors de son premier mandat. Souvenez-vous, l'ambassadeur David Friedman, qui est un ami de beaucoup d'entre nous, a pu changer la dynamique au Moyen-Orient avec les accords d'Abraham. Jared Kushner a joué un grand rôle avec son équipe, Harry Lightstone et tous les participants.
Et puis tout s'est arrêté avec le 7 octobre. Nous savons que le Hamas surveillait l'Arabie saoudite, qui envisageait de signer les accords d'Abraham, ce qu'il voulait empêcher, car cela changerait la dynamique du Moyen-Orient. Je me suis toujours demandé, et vous aussi, que va-t-il arriver aux accords d'Abraham et après? Quelle est la situation actuelle d'Israël avec ses voisins après la guerre? Nous avons constaté des aspects positifs et négatifs. Et nous avons abordé un sujet dont je parle toujours parce que c'est un sujet compliqué, mais c'est un sujet important que la plupart des gens ignorent, le fait qu'Israël, les voisins qu'il a, donc par conséquent, les entités et les pays avec lesquels ils doivent conclure des accords, sont des pays délicats, imparfaits comme le Qatar et la Turquie en particulier. Et une chose qui m'a personnellement inquiété, et je vais la partager avec vous, c'est la position que le Qatar et même la Turquie ont désormais dans le monde, où cela semble tellement juste, ils ont pris ce rôle important dans la négociation de cet accord. Mais nous savons aussi qu'ils véhiculent l'antisémitisme et des sentiments anti-israéliens dans le monde avec Al Jazeera. Ils ont financé le Hamas, etc. La Turquie n'est guère mieux, voire pire. Écoutez mon épisode de la semaine dernière avec le membre de la Knesset, Amichai Chikli. Nous en avons longuement parlé. Je voulais entendre le Premier ministre et lui ai demandé que penser des pays qui jouent sur les deux tableaux. Donc, ils sont ici à soutenir l'Occident, mais ils prennent aussi des positions fermes contraires aux intérêts d'Israël, des États-Unis et du Grand Occident. Donc, nous avons parlé de cela. Je parcours mes notes ici avec vous. Je viens tout juste de sortir du studio, donc vous pouvez avoir une petite idée de ce dont nous allons parler. Nous parlerons du soutien des États-Unis, de la visite du président Trump à la Knesset et de ce que cela signifiait pour le Premier ministre. Les commentaires de la semaine dernière ont été problématiques pour beaucoup, y compris moi. Concernant la Judée, la Samarie et l'annexion, l'administration américaine a affirmé qu'elle ne le permettrait pas, exprimant ainsi ses convictions. Nous avons interrogé le Premier ministre et obtenu une réponse directe. Et puis, bien sûr, quelques questions personnelles sur ce qu'il ressent maintenant de ce côté de la question, du côté de la guerre, du 7 octobre. Et c'était une conversation vraiment intéressante. J'aurais aimé qu'elle ne se termine pas. J'aurais aimé avoir 1 heure de plus pour lui parler. Mais juste pour avoir un aperçu où, maintenant, juste sur une note personnelle, pour mes auditeurs et téléspectateurs, c'est l'épisode, si je ne me trompe pas, 95 ou 96 de ce podcast que nous avons commencé il y a environ 1 an et 10 mois. J'ai rencontré le Premier ministre d'Israël, le président et plusieurs membres de la Knesset, ainsi que des représentants américains. Nous avons échangé avec de nombreux membres du Congrès, sénateurs, gouverneurs, maires, chefs d'entreprise, leaders d'opinion et groupes de réflexion. C'est vraiment la cerise sur le gâteau de pouvoir faire cela. Merci aussi à ma productrice Tila pour son aide. Et j'espère que vous apprécierez cet épisode. Écoutez, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il dit ou tout ce que je dis. Mais juste le fait de pouvoir entrer dans la pièce, d'être là pour poser 20 minutes de questions au Premier ministre d'Israël, alors que la guerre se termine, nous entamons désormais la deuxième phase de cet accord. C'était un grand privilège que je partage avec vous en vous invitant à me rejoindre. C'est Standpoint. Je suis Gabe Groisman. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup pour votre temps. Je sais que ça a été une semaine mouvementée avec l'accord. Le président Trump était en ville. Les otages vivants ont été libérés. Vince Rubio, ça n'en finit pas. Donc j'apprécie vraiment votre temps. Merci beaucoup. Eh bien, c'est un plaisir d'être avec vous. Allons droit au but. Le cessez-le-feu, le plan en 20 points, comme dit, les otages ont été libérés. Le Hamas n'est plus qu'une fraction de ce qu'il était. Israël est à l'intérieur du périmètre. Alors que la poussière retombe, la joie de ramener les otages s'estompe. Les gens commencent à évaluer et à se poser des questions des deux côtés. Tout le monde a un avis. Pourquoi l'accord dans lequel Israël s'est engagé est-il le bon accord au bon moment? Eh bien, parce que nous voulions atteindre 2 objectifs. Nous voulions d'abord récupérer tous nos otages vivants. Personne ne croyait que nous réussirions, mais nous l'avons fait. Cependant, beaucoup pensaient que nous ne pourrions récupérer les otages qu'aux conditions du Hamas, quitter Gaza, les laisser se réarmer et faire de Gaza une menace majeure pour Israël. Et je ne ferai pas cela. Alors j'ai dit, je ferai sortir tous les otages d'un seul coup. Et avec Israël qui reste sur place, afin que nous puissions, si nécessaire, imposer le désarmement et la démilitarisation. C'est ce qui s'est passé. Et il a fallu résister à beaucoup de pression. Je suis heureux que le président Trump ait pleinement collaboré à cela. Nous sommes entrés dans Gaza et avons mis le couteau militaire sous la gorge du Hamas dans leur dernier bastion. Et le président Trump et son équipe, avec Ron Dermer, ont élaboré un plan en 20 points qui isole effectivement le Hamas. Le Hamas voulait nous isoler, mais c'est eux qui le sont, et nous avons obtenu l'accord. C'est formidable.
Oui, c'est incroyable. C'est vraiment la question qui se pose, tu sais. Le deuxième objectif de la guerre était d'éliminer le Hamas. Comment garantir l'avenir de Gaza sans le Hamas? Eh bien, il faut insister sur la réalisation de ces deux objectifs de guerre, désarmer le Hamas et démilitariser le Hamas. Veiller à ce que le Hamas n'ait aucune capacité militaire ni de gouvernance. Le plan 20 points souhaite donner l'opportunité à une force internationale de le faire. Très bien, prêt à tenter le coup? Mais sinon, comme l'a dit le président Trump, cela se fera de l'une des deux façons. Soit la voie facile avec la force internationale, soit la voie difficile avec Israël. Cela sera fait. La force de stabilisation internationale, force de sécurité internationale, suscite de nombreuses questions sur sa composition que personne ne semble vraiment connaître. Pouvez-vous nous éclairer? Mais comment pouvons-nous être sûrs qu'elle ne sera pas vouée au même sort que les forces de l'Organisation des Nations Unies qui ont été déployées au Liban et dans le sud du Liban après 78? Eh bien, on ne peut pas l'assurer. On peut tout faire pour que cela fonctionne, mais je pense qu'il nous faut la bonne composition. Et les États-Unis ont été très clairs sur un point sur lequel nous sommes tombés d'accord. Les seules forces militaires qui entreront à Gaza dans le cadre de la Force internationale de stabilisation seront celles acceptées par Israël. Et deuxièmement, écoutez, nous avons toujours le plan de secours, le plan B. Si cela ne fonctionne pas bien, alors je suppose qu'il faudra qu'on le fasse. Mais si je peux le faire par d'autres, je préfère. Pouvez-vous nous indiquer quels pays sont sur cette liste verte où Israël pourrait rejoindre l'impôt de solidarité sur la fortune? Et nous sommes en train de leur parler en ce moment, et je pense qu'il vaut mieux que nous leur parlions de manière confidentielle. Je pense aussi que vous pouvez deviner quels pays manqueront. Nous en avons aussi parlé. Bien sûr, avant la guerre, nous allions de l'avant. Vous aviez signé les accords d'Abraham. Regardez le paradigme. Change radicalement au Moyen-Orient pour Israël et l'Occident. Comment la guerre, maintenant qu'elle touche à sa fin, a-t-elle modifié cela? Comment cela a-t-il changé? Quelle est la position d'Israël vis-à-vis de ses voisins aujourd'hui? En fait, je pense que cela l'a renforcé. Parce que, regardez tous les pays des accords d'Abraham qui sont restés fidèles aux accords. Au milieu d'un véritable brasier, une guerre sur 7 fronts, Israël se bat, vous savez, sur 360 degrés. Ils sont tous restés. Et je pense qu'aujourd'hui, Israël est en réalité beaucoup plus fort qu'il ne l'était le 6 octobre. Pas le 7 octobre, quand nous avons eu ce massacre horrible. Mais si vous regardez où en était Israël avant l'attaque du 7 octobre et où il en est aujourd'hui, nous sommes en réalité plus forts. Nous sommes à juste titre considérés comme la puissance la plus forte du Moyen-Orient. Nous avons brisé l'axe iranien. Nous avons révélé que l'Iran n'est pas la superpuissance et la puissance écrasante qui intimidait toute la région et au-delà. Donc Israël est plus fort. Et quand vous êtes fort, les nations viennent à vous. D'abord, vous savez, dans des couloirs silencieux, puis au grand jour. C'est ce qui se passe actuellement. Je pense donc que les accords d'Abraham offrent une opportunité d'être élargis à d'autres pays. Et ne faites pas attention au bruit de surface. Je vous dis qu'en dessous de la surface, il y a des avancées importantes que nous réalisons. J'espère qu'ils réussiront, mais je pense qu'ils ont une chance de réussir grâce à l'émergence et à la prédominance de la puissance israélienne. Dans quelle mesure l'expansion des accords d'Abraham dépend-elle du succès du plan en 20 points? Je pense que c'est lié, car si Hamas sortait des décombres et déclarait avoir remporté une grande victoire, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Je ne pense pas que quelqu'un croit cela. Mais si nous n'éliminons pas complètement le Hamas, cela jettera certainement une ombre. Nous comptons les éliminer totalement. D'après la plupart des rapports publics, l'Arabie saoudite allait signer les accords d'Abraham avant le 7 octobre. Certains rapports que j'ai lus disent que le Hamas, l'une des raisons pour lesquelles ils ont choisi ce moment pour lancer l'attaque, c'était en quelque sorte pour empêcher cela. L'Arabie saoudite va-t-elle bientôt reprendre les négociations avec Israël? Eh bien, je l'espère. Et je préfère ne pas faire de déclarations publiques. Je ne pense pas que cela serve à quoi que ce soit. Je pense qu'il y a soit un intérêt mutuel, soit il n'y en a pas. Et je pense qu'il y en a un. En fait, plus fort que jamais. Donc, les acteurs en jeu ici au Moyen-Orient sont assez compliqués. Je pense que c'est une façon diplomatique de le dire. Nous avons la Turquie et le Qatar, dont la stature internationale, de mon point de vue, s'est vraiment renforcée en raison de leur rôle dans la guerre, ou peut-être dans la résolution de la guerre, selon votre point de vue, ou selon le point de vue de quelqu'un. Comment Israël voit-il le Qatar et la Turquie, qui semblent jouer double jeu, adopter des positions pro-occidentales et en même temps poursuivre des intérêts qui vont à l'encontre de ceux de l'Occident?
Eh bien, je pense qu'ils doivent être en quelque sorte confrontés à cette question. Êtes-vous de notre côté ou non? Les nations ont des intérêts complexes et parfois opposés, mais il ne faut pas être naïf. S'ils sont de votre côté, c'est parfait. Sinon, reconnaissez à qui vous avez affaire et ne vous laissez pas emporter par des lunettes roses. Obtenez ce que vous pouvez sans compromettre vos intérêts essentiels. C'est ainsi que je vois les choses. Je considère ainsi les pays qui ne sont pas des alliés à part entière. Et ces pays, surtout la Turquie, ont été vraiment opposés. C'est un euphémisme. Très hostile envers Israël et envers le sionisme ces dernières années. Et c'est regrettable, car il ne devrait pas y avoir de conflit entre nous. Nous restons vigilants. Le Qatar a aussi eu ses problèmes. Vous savez, son implication sur les campus américains, Al Jazeera, qui empoisonnait littéralement l'esprit de milliards de personnes. Et je l'ai dit aux Qataris. J'ai dit que j'appréciais leur aide pour faire sortir les otages. Mais je reconnais aussi les choses qui nous préoccupaient beaucoup. Nous souhaitons que vous vous éloigniez de cela et deveniez un partenaire positif. Et je l'ai dit assez ouvertement et je vais le redire. Je le dis ici. J'ai eu le privilège d'être à la Knesset lors de la visite du président Trump et de la délégation américaine dans les tribunes. Mais assister à cela était vraiment un événement extraordinaire. Qu'est-ce que cela représentait de votre point de vue d'avoir un président américain présent? En quelque sorte lors d'une visite triomphale alors que la guerre touchait à sa fin. C'était formidable. Une visite et un discours inoubliables. Je pense que cela a touché tous les Israéliens et beaucoup de gens dans le monde entier en leur faisant comprendre la force de notre alliance et l'importance de l'Amérique sous le président Trump. Revenir sur la scène mondiale, redevenir une puissance dominante, façonner les événements et aider à changer le Moyen-Orient ensemble, c'est essentiellement ce que nous avons fait, le 2e ou le 3e jour de la guerre. J'ai dit, vous savez, avec cette horreur dans nos cœurs, nous subissons ce massacre que nous n'avions pas connu depuis l'Holocauste du 7 octobre. Et ensuite, nous voyons le Hezbollah se joindre à nous. J'ai affirmé. Personne ne m'a cru, mais moi, oui. J'ai dit, nous allons changer le Moyen-Orient. Le président Trump pense pareil. Sur de nombreux points, nous sommes sur la même longueur d'onde et avançons ensemble pour réussir. Et je pense que le discours à la Knesset a accompli 2 choses. Premièrement, il a vraiment transmis la profondeur de l'alliance, la sympathie de l'alliance. Ce n'est pas une alliance sans problème. Toutes les alliances ont des problèmes, mais celle-ci est tellement centrale, tellement importante pour l'avenir d'Israël et je pense aussi pour l'avenir des alliances de l'Amérique à travers le monde. Je pense que cela a été très clairement communiqué. Ensuite, le président Trump est un dirigeant unique. Je ne me souviens d'aucun président qui ait eu cela. Une influence aussi vaste et personnelle dans la façonnée des événements à travers le monde. Je pense que c'était une fusion de ces 2 choses qui était absolument remarquable et inoubliable. Oui, absolument, et aussi hilarant. C'était drôle. Oui, c'est vrai. Et la plupart des gens n'ont pas vu ça, je pense. Mais c'est important, je crois, que le public américain sache que tout le spectre politique d'Israël le soutenait ce jour-là, dans ce qu'il disait et dans son soutien à Israël. Certains l'ont fait à contre-cœur, mais ce n'est pas grave. La majorité a été surprise par la force du soutien envers lui. Et il m'a dit qu'il était surpris par la force du soutien envers moi. Parce qu'il lit ces faux sondages qui sortent dans nos soi-disant médias traditionnels. Mais regardez les sondages qui ont toujours été justes. Et ce que vous avez vu à la Knesset, et il me l'a dit, ce que j'ai vu à la Knesset, c'était un soutien massif pour vous. Il m'a dit, pour vous, Bibi. J'ai répondu, cela reflète simplement la réalité du terrain. Et j'étais très heureux, à la fois du grand soutien pour lui, et franchement, du soutien positif qu'il a constaté pour moi. Parce que sinon, vous ne sauriez pas. Vous ne le sauriez tout simplement pas. Il y a tellement de désinformation, tellement de diffamation, tellement de dénigrement que cela a vraiment aidé. Et j'adore ça, bien sûr. Pour ceux d'entre nous qui soutiennent fermement Israël et les États-Unis, cette semaine, cependant, quelques commentaires ont été faits qui ont soulevé des questions sur la relation. Nous savons que c'est une relation étroite, où l'administration a fait des commentaires sur le vote concernant la déclaration de souveraineté en Judée-Samarie. De plus, le président a fait un commentaire sur la libération de Barghouti et sur son rôle à ce sujet.
Quel rôle les États-Unis devraient-ils jouer dans les affaires intérieures israéliennes? Et y a-t-il une limite derrière laquelle les alliés, même les plus grands alliés, devraient se tenir? Oui, que je pense que c'est le cas. Je veux dire, malgré tel ou tel commentaire, nous avons une grande alliance de partenaires. C'est intéressant de voir comment le balancier oscille. J'étais à Washington il y a quelques semaines et il disait « Netanyahou contrôle l'Amérique et la politique de défense américaine ». Et puis ça s'est inversé. L'Amérique contrôle Netanyahou et elle contrôle la politique de défense d'Israël. Aucun des deux arguments ou affirmations n'est vrai. Israël est un pays indépendant. Les États-Unis sont assurément un pays indépendant et nous sommes partenaires. Nous ne sommes pas un proxy, nous ne sommes pas une puissance subordonnée, nous sommes un État indépendant et nous élaborons notre propre politique de sécurité et nous la suivons. Nous nous protégeons et décidons ce qui est dangereux pour nous, puis agissons en conséquence. Que ce soit pour prévenir les attaques, par exemple le long de la nouvelle ligne jaune à Gaza. Et si vous nous attaquez, nous vous attaquons immédiatement en retour. Mais si vous préparez une attaque, nous allons vous éliminer. C'est ce que nous venons de faire à Gaza, comme nous le faisons au Liban. Le Hezbollah attaque non seulement en cas d'attaque, mais aussi s'il prépare une offensive contre nous. Nous ne demandons pas la permission à nos amis américains, nous les informons simplement. C'est ainsi que cela doit se passer. Et je pense que cela est compris. Mais l'Amérique a ses intérêts, je le reconnais, et nous voulons qu'elle réussisse là où c'est possible. Elle doit rester une grande puissance car c'est bon pour Israël. Et l'Amérique, ce qui est bon pour l'Amérique, c'est, je pense, comme l'ont dit à la fois le vice-président et Marco Rubio, ils veulent un Israël fort et indépendant parce que c'est l'encre de la sécurité au Moyen-Orient. Et si Israël n'était pas là, si un Israël fort n'était pas là, il n'y aurait pas de Moyen-Orient, il s'effondrerait sous l'Iran en 2 secondes. Et ils le savent. Monsieur le Premier ministre, une dernière question personnelle. Ces 2 dernières années, vous avez eu le monde entier qui s'est effondré sur vous, toute la pression, non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, en Israël. Vous vous êtes fixé une mission à accomplir avec cette guerre, après l'attaque du 7 octobre. Tout le monde vous mettait la pression pour agir autrement, de l'administration Biden jusqu'à la fin. Vous êtes resté fidèle à vos convictions et à votre stratégie, ce qui vous a mené ici. Ce qui a décimé le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, les Houthis, etc. Et Israël voit maintenant l'autre côté de cette guerre. Sur le plan personnel, en tant que dirigeant, qu'est-ce que cela vous fait ressentir? Dans quelle position pensez-vous vous trouver maintenant après avoir traversé tout cela? Eh bien, je pense que lorsque vous êtes au cœur de la tempête, vous devez décider si vous allez vous laisser emporter par la tempête, ou si vous allez être un roc dans la tempête. Et si vous vous laissez emporter par la tempête, Israël aurait subi une défaite énorme, et l'Amérique aurait subi une défaite énorme. Cela aurait été un triomphe pour l'axe iranien si nous avions cédé à toutes les pressions exercées sur nous, tant de l'extérieur que de l'intérieur. Des pressions internes exercées par l'État profond, par la gauche et par d'autres, pour rester immobiles. Autrement dit, ne pas entrer à Rafah ni prendre le corridor de Philadelphie. Céder aux exigences du Hamas. Et si nous faisions cela, alors Sinwar aurait été en vie, et Def aurait été en vie, et Israël aurait été en vie. Et la Syrie serait toujours dirigée par Assad, et l'Iran continuerait de dominer. Tout le monde penserait qu'ils auraient, en 2 secondes ou en 2 minutes, des bombes atomiques pour anéantir tout le monde à l'intérieur. C'est ce qui se serait passé. Et bien sûr, je ne pouvais pas accepter cela. Et donc, la raison pour laquelle j'ai pu résister à la tempête, c'est que je savais que si j'y cédais, il n'y aurait plus d'Israël. C'est aussi simple que ça. Et quand on est dans une position de leadership, il faut faire ce qui est, non seulement ce qui est juste, mais aussi ce qui est absolument nécessaire. Donc je n'avais aucun scrupule à ce sujet, mais j'ai eu un grand soutien. Je vais vous dire d'où venait ce grand soutien. D'abord, de ma famille, et avant tout de ma femme, qui a été mon pilier dans les bons comme dans les mauvais moments. Et je pense qu'avec le temps, les gens comprendront l'importance de son soutien extraordinaire pour moi, pour ma famille et pour le pays. Et de la même manière, je vais vous dire qui a été mon plus grand soutien. Les soldats d'Israël et le peuple d'Israël, Israël, la grande majorité du peuple, et presque chaque soldat que j'ai rencontré pendant la guerre. J'allais à Gaza, j'allais dans la frontière libanaise, et j'ai rencontré tous ces soldats venant de tout le pays. Ce sont des commandants incroyables, les commandants de division et d'autres. Ils m'ont dit, Monsieur le Premier ministre, continuez, ne cédez pas.
Je vous assure, cela aide beaucoup. Et vous savez, vous servez une cause plus grande et un but plus élevé. Cela remonte au rêve millénaire non seulement d'établir un État juif indépendant dans notre ancienne patrie, en Israël, en Judée, en Samarie et dans le reste du pays. Cela remonte au fait que notre génération est maintenant chargée de préserver ce rêve, de le faire perdurer, d'assurer sa vitalité. Je pense avoir eu beaucoup de soutien. Vous pensiez peut-être que j'étais isolé, mais ce n'était pas mon ressenti. J'ai senti que j'avais le meilleur soutien qu'un dirigeant puisse espérer. Monsieur le Premier ministre, merci pour votre temps et votre travail. Merci. Eh bien, les gars, j'espère que vous avez apprécié cette discussion. Comme vous l'avez vu, j'étais impatient de poser quelques questions de plus. On m'a peut-être dit, dernière question, sinon j'aurais continué. Alisa, je sais que tu voulais une question sur Jonathan Netanyahou, son frère regretté, donc je le fais ici pour conclure. Je n'ai pas pu lui poser la question parce que l'entretien a été interrompu quelques minutes trop tôt, mais j'allais demander si vous le saviez tous. Son frère, Jonathan Netanyahou, dit Yoni, est mort lors du raid d'Entebbe en 1976. Et son livre, Les lettres de Jonathan Netanyahou, est une lecture obligatoire chez moi pour mes enfants. C'est vraiment une lecture obligatoire pour tout le monde. Pour comprendre les sentiments d'un vrai sioniste, sachez que la famille Netanyahou a vécu plusieurs années aux États-Unis. C'est là que le premier ministre Netanyahou a fait ses études. Son frère était là aussi et il écrivait des lettres à sa petite amie sur ce que c'est que d'être aux États-Unis. Et il avait hâte de revenir en Israël et de participer à la construction de l'État d'Israël. Il finit par revenir, puis il continue d'écrire des lettres sur son service et ces lettres sont vraiment très puissantes. Et j'allais poser la question au Premier ministre. Et on lui a souvent posé des questions sur son frère. Il en a parlé, il a un autre frère, mais à propos de ce frère qui est décédé. Et comment la perte de son frère lors d'une mission pour sauver des Juifs, lors de la mission à Entebbe là-bas. Comment cela impacte sa vie quotidienne, surtout lorsqu'il doit prendre les décisions les plus difficiles. Et c'était une question que ma femme m'a demandé de lui poser. Lisa, je suis désolé de ne pas avoir pu lui poser la question, mais je la partage ici avec le public. J'espère que vous avez apprécié la discussion. N'oubliez pas d'aimer, de suivre et de vous abonner. La seule façon de faire grandir cette émission, c'est si vous le faites. Alors, s'il vous plaît, faites-le. N'hésitez pas à partager, à commenter, même si vous n'êtes pas d'accord. Nous voulons avoir votre avis. À la prochaine.